Nous avons souhaité donner une place particulière à la fédération aux associations d'habitants parce qu'ils sont les partenaires du mouvement HLM depuis de nombreuses années et plus particulièrement présents dans nos conseils d'administration au niveau des entreprises sociales pour l'habitat. Nous avons été très heureux de constater lors de la première réunion que la totalité des associations de locataires avaient répondu présent à notre invitation et avaient le désir de travailler avec nous. Les relations avec les associations d'habitants ont toujours tenu une place particulière dans les travaux de la fédération. Nous avons toujours souhaité associer les habitants et être en dialogue permanent avec eux en complément de ce qui se fait à l'USH. À la fédération, nous avons choisi de relancer cette commission avec les associations d'habitants, avec les locataires, parce que nous souhaitions leur montrer la place particulière qu'ils tiennent dans nos organismes et au sein de la fédération. Nous voulons avec eux avoir un dialogue constructif qui nous permettra demain d'aborder tous les thèmes de la concertation et leur donner la place importante qu'ils ont au sein des démarches de responsabilité sociétale et environnementale qui sont poussées et encouragées par la fédération. Donc là, la commission numérique de la Fédération des ESH a été créée en 2015, donc on est plutôt à la deuxième saison. Elle rassemble des directeurs d'organismes qui sont des conseillers fédéraux et puis des spécialistes des questions numériques dans nos ESH. Et ses objectifs, c'est d'abord de sensibiliser les ESH aux évolutions numériques, voir s'il peut y avoir des ruptures qui nous concernent, partager les expériences et adapter nos organismes aux évolutions numériques qui ne manqueront pas de nous impacter. Alors pour cette saison 2016-2017 de la Commission, on a essayé de traiter des cas concrets. La mobilité résidentielle, l'attribution des logements et le traitement, enfin l'adaptation des logements par exemple au vieillissement au cours de la première commission, pour avoir vraiment des exemples concrets en voyant ce qui se passait dans les organismes et en voyant des startups qui traitaient ces sujets. Au cours de la deuxième commission, nous avons traité effectivement les sujets d'optimisation de notre communication externe et les sujets de la gestion technique du patrimoine, là encore avec des startups et des exemples concrets. Enfin, lors de la dernière commission qui a lieu peu de temps, on a fait un point complet sur l'enjeu des données pour les ESH. Donc dans la commission numérique, on regarde ce qui se passe dans les ESH et puis on regarde également ce que font les startups. Et l'intérêt de voir des startups, c'est que souvent, c'est des lieux d'innovation assez puissants avec lesquels on peut travailler et avec lesquels, d'ailleurs, la Fédération a un partenariat via l'accélérateur de startups Impulse Labs pour que, effectivement, des petites entités qui travaillent sur des problématiques très précises apportent des solutions concrètes à nos entités et puissent, effectivement, être déployées ensuite. Au total, on a vu une cinquantaine de startups au cours de cette saison 2016-2017, sachant que l'objectif, c'est que ces startups, et c'est souvent le cas, travaillent également directement avec nos organismes. Alors, le groupe de travail Coût de la construction travaille, comme son nom l'indique, sur le coût des opérations. Il s'attache surtout au coût global, en intégrant le coût de construction et les coûts de maintenance, pour pouvoir être le plus économe possible. Il a un autre objectif, de travailler sur le procédé de construction-réalisation. Alors ce groupe de travail est composé de membres de la fédération. Le groupe de travail s'appuie notamment sur l'association Action Tank Entreprises et Pauvreté, qui va nous accompagner pour définir le coût global de l'opération dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, et surtout des locataires, puisque le but, in fine, c'est de réduire la quittance. Au final, ce groupe vise à établir un référentiel commun qui identifie des sources d'économie pour toutes les parties prenantes et surtout pour nos locataires. Les enjeux de la RSE sont extrêmement importants pour notre mouvement professionnel et pour les organismes individuellement. Mais je voudrais dire qu'il s'agit pour nous d'une chose assez naturelle, parce que la RSE relève en réalité de notre ADN. Nous intervenons sur le champ social, nous intervenons sur le champ humain, nous intervenons sur le champ environnemental, nous intervenons sur le vivre ensemble. Tout ceci fait partie d'une approche RSE, encore faut-il la structurer, lui donner du corps, parce que trop souvent, nous sommes appréhendés et jugés sur un point majeur, qui sont des indicateurs financiers, trop souvent. En réalité, notre métier, c'est la performance globale, qui tient compte de tous les sujets d'intervention, et la RSE en est la caractérisation.
la Commission a pour but, de généraliser la RSE, de la faire partager et de donner un certain nombre d'outils aux organismes pour pouvoir la déployer, pour pouvoir la suivre et la piloter. Oui, la commission attribution qualité de service s'inscrit dans le cadre du projet ESH 2020. Elle fait suite aux travaux de la précédente commission. On y a intégré tous les éléments en lien avec la loi égalité-citoyenneté. Elle a donc regroupé un maximum d'organismes de SH. On a eu à peu près 11 participations. Et le principe est simple. À l'heure actuelle, il s'agit essentiellement, évidemment, de porter la contribution des ESH au niveau de la commission qualité et attribution mixité sociale de l'USH, mais également de répondre à l'interpellation auxquelles les organismes ont à faire face, à savoir actuellement quid des attributions, mais également plus globalement de la politique des loyers. Donc on essaie, on vise justement à porter cette contribution, mais également à équiper, à outiller les ESH, que ce soit à travers des outils clés en main, des livrables ou encore à travers un retour d'expérimentation et capitalisation d'outils qui existent sur les territoires. Et là, on retrouve notamment toute la problématique de l'accueil du demandeur, mais également tout ce qui tourne autour de la question des mutations, de la gestion des mutations. Évidemment, le tout en lien avec la convention d'utilité sociale. N'oublions pas que c'est un rendez-vous très fort pour les ESH et qui va y inclure la qualité de service. Dans la commission attribution qualité de service, il y a également le volet qualité de service. Et la commission s'est particulièrement intéressée à l'enquête qui a été lancée par l'Union des HLM, qui a démontré que une grande part des ESH étaient déjà engagés dans une démarche de qualité de service. Donc la Commission va désormais s'attacher, dans le cadre de la préparation des CUS 2017 début 2018, à veiller à bien intégrer l'obligation de s'engager dans une telle démarche et de voir quels sont les dispositifs à mettre en place au niveau fédéral pour accompagner les organismes pour s'engager dans cette démarche. J'aimerais, si vous le permettez, revenir en quelques mots sur l'action de notre fédération au sein des instances européennes. Une action que vous connaissez, et elle se traduit par plusieurs axes. Le premier d'entre eux, c'est la Commission Europe, avec une action sur des sujets de fond. Au-delà de ça, nous animons chaque année, vous le savez, une Université Europe. C'est l'occasion de faire un point sur les dossiers européens. Donc, la dernière université s'est tenue le 24 novembre dernier. Et nous avons sollicité le concours d'un universitaire, le professeur Bafoual, qui a présenté la mission qu'il conduisait pour notre compte. Nous avons pu aussi, à l'occasion de cette université européenne, revenir sur ces différentes actions au travers d'une publication qui vous a été adressée, qui est le fruit, bien sûr, des réflexions des membres de la Commission Europe, et puis aussi des présentations qui sont faites dans cette journée Europe. Aujourd'hui, on connaît un certain nombre d'incertitudes dans la construction de l'Europe. Au niveau européen, aujourd'hui, un certain nombre de dossiers continuent à fonctionner et à avancer, malgré tout. On a évidemment les questions qui concernent la directive efficacité énergétique, dont on trouve aujourd'hui des traductions très concrètes. Vous le savez sans doute, lors d'un procès qui mettait en cause la Fédération des organismes du logement social aux Pays-Bas, et les représentants des bailleurs privés dans le même pays, la question de la vision généraliste du logement social aux Pays-Bas a été mise en cause. Ce procès a connu plusieurs étapes. L'une d'elles, décisive, vient d'être franchie, c'est celle qui concernait la Cour de justice de l'Union européenne. Le 15 mars dernier, elle a rendu un arrêt qu'on peut qualifier d'assez décisif sur la régularité du modèle généraliste hollandais au regard du droit de la concurrence. Dans un horizon un peu incertain, il est bon d'avoir de bonnes nouvelles. Cette décision illustre, s'il en est besoin, qu'on peut aussi avoir de bonnes nouvelles sur les questions européennes. Faut-il que nos discussions portent sans cesse sur le temps de travail, sur les rémunérations? Ce sont des fondamentaux. Très bien, mais est-ce que nous pouvons partager aussi un idéal, c'est-à-dire la vocation, la mission de notre activité? Deuxièmement, prend-on suffisamment en compte les nouvelles générations montantes dans nos entreprises, ce qu'on appelle la génération Y?
Celle-là même qui travaille sur le mode projet de manière transversale et dont, effectivement, honnêtement, le temps de travail n'est pas la donnée essentielle. Elle recherche autre chose au travers du travail, elle cherche à s'exprimer. Troisièmement, les métiers évoluent. Les métiers, on sait, certaines statistiques nous expliquent que dans moins de 10 ans, 30 à 40% des métiers que l'on connaît aujourd'hui vont disparaître. Mais on le voit, puisque la Fédération est éminemment intéressée et pousse nos entreprises à faire leur transition numérique, que nous aurons là aussi des évolutions dans les relations sociales, des évolutions dans nos métiers, des évolutions dans nos professions qui vont être essentielles, puissantes, et il faut les accompagner. Le deuxième point sur lequel nous avons attaché beaucoup d'importance, c'est effectivement l'Observatoire des métiers. Je n'y reviens pas. Sur les 10 ans qui viennent, nous aurons des évolutions dans nos secteurs d'activité. Certains métiers vont disparaître, d'autres vont naître. Il faut que nous soyons sur cette question-là également toujours un petit peu, on va dire, en avance pour anticiper au travers du fonds paritaire de formation, au travers des informations que nous pouvons dispenser lorsque nous organisons des réunions avec nos DRH, par exemple, comme nous le faisons chaque année 1 à 2 fois. Eh bien, avec cet observatoire, nous saurons connaître, définir, préparer en quelque sorte l'avenir.